Bonjour à vous explorateurs. Cette seconde vidéo traitant du siège de Vrax est la suite directe de la première vidéo déjà sortie sur la chaîne, et que je vous invite à regarder avant celle-ci. Bon visionnage à vous. Une fois la chute du mont d'Arsenal de Vrax avérée, l'ordre de le reprendre fut donné au haut commandement du Segmentum Obscurus, situé sur Cypramundi. Et l'affaire fut jugée si grave que le seigneur Castellan de Cadia et le seigneur commandant Obscurus siégèrent ensemble dans un conseil gigantesque, cet astre ayant été fortifié durant des millénaires, et ainsi de nombreuses options furent envisagées et rejetées, poussant certains à se dire que ce monde ne méritait pas que l'on y gaspille tant de ressources. Il serait plus simple, disait-on, de dire que Vrax était perdu, et que le département Dominitorum devrait maintenant se concentrer afin d'éviter qu'un tel désastre ne se reproduise. Cependant, le haut commandement fit taire ses voix. L'ordre émanait de Terra elle-même, et il n'était pas question de s'y soustraire, car tous savaient ce que coûterait une inaction, et déjà le mot Inquisition se murmurait sur toutes les lèvres, et ainsi lentement se mit en place plusieurs options, qui furent largement débattues au sein du conseil. La première consistait en un assaut rapide et direct, impliquant une attaque depuis l'orbite, usant de la formidable flotte de la marine impériale, combiné aux troupes de choc de l'Abdetus Astartes. Ce plan fut pesé soigneusement, les tacticiens et les logiciens effectuant des calculs complexes pour estimer précisément le coût d'une telle stratégie. Car depuis sa construction, on avait imaginé que la citadelle et le port spatial seraient les premières cibles de l'ennemi, et afin de contrecarrer un assaut depuis l'orbite, on y avait placé des batteries capables de tenir à distance toute une flotte. Et même si les navires impériaux étaient de formidables vaisseaux, il n'était pas de taille face aux défenses de ce monde. Un débarquement depuis l'orbite y verrait la perte de nombreux navires, déchiquetés par les canons profondément enfouis de Vrax. Les savants donnant un assaut planétaire gagnant au prix d'immenses pertes, et encore fallait-il franchir les défenses au sol, et même l'espèce marine tant vantée n'était pas sûre de l'emporter. Aucun maître de chapitre ne risquerait la mort de tous ses frères pour une si mince chance de victoire. Ainsi, s'il souhaitait poursuivre ce plan, il devrait le faire sans l'Abdetus Astartes, mais il marcherait alors vers un désastre, et cette option fut écartée. Vrax serait reprise lentement. On imagina alors un blocus du système afin de l'isoler, que l'on couplerait avec des raids répétés. Si l'on arrivait à débarquer de petites unités autonomes, et que l'on ciblait les batteries, les unes après les autres, alors on saperait lentement ses défenses. Mais les pronostics étaient encore peu encourageants, les calculs donnant une réussite au bout de 500 ans. Mais le département Dominitorum ne pouvait se permettre d'attendre un demi-millénaire avant de retrouver son précieux mont d'Arsenal, et elle fut donc écartée. Enfin, on mit au point une troisième option, consistant en un siège à grande échelle. On y débarquerait une armée suffisante pour y mener le combat durant les années nécessaires afin de pulvériser les défenses au sol. Et si le départemento était prêt à compenser les pertes à un taux de 2 pour 1, alors la victoire était assurée. Mais combien d'hommes seraient nécessaires? Et rapidement on commença les calculs, en prenant en compte les taux de remplacement, les besoins d'approvisionnement, les aléas résultant du temps de transit dans le warp, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'émerge finalement un temps, 12 années stériennes standard. Mais pour que ce plan se réalise, on aurait besoin de main-d'œuvre importante, et on décida que l'on fonderait pour l'occasion une nouvelle armée afin de reprendre Vrax, que l'on désigna comme la 88e armée de siège de l'Astra Militarum. Celle-ci serait constituée des hommes et des femmes originaires de Krieg, que l'on nommait la Death Corps, dont la doctrine de combat résultait de la guerre civile qui avait ravagé leur monde durant près de 500 ans. Celle-ci les ayant prédisposés aux tactiques de siège. Ces hommes, excellents dans ces batailles lentes et sanglantes, ne reculant pas face aux dangers, quelles que soient les pertes. Le commandement fut quant à lui confié au seigneur commandant Zukiel, un descendant d'une famille noble dont l'influence s'étendait dans les échelons supérieurs de la marine impériale et de l'Astra Militarum, ses arrière-grands-pères ayant été autrefois attachés au seigneur commandant Solar. Et même si les compétences de Zukiel, autre que sa lignée, soit faible, la pression politique et un bon nom de famille le portèrent jusqu'au commandement. Ainsi pouvaient commencer les préparatifs du siège. Parallèlement sur Vrax, le soulèvement avait dégénéré en une révolte à l'échelle planétaire. Pendant de longs mois,
les renégats avaient mis en place une nouvelle structure de pouvoir autour du cardinal astral. De ce chaos avaient émergé de nouveaux chefs qui avaient su prouver leur loyauté. Les meilleurs d'entre eux furent ainsi intronisés dans les disciples de Xaphan, où en tant qu'exécuteurs, ces hommes forts et brutaux, imposant l'obéissance et la discipline à coups de fouet, ils étaient les outils du diacre Mammon, afin de s'atteler à la tâche titanesque de renforcer les défenses contre une réponse de l'Imperium qu'ils savaient être inévitable. En préparant la citadelle au nom d'un Xaphan reclus dans son palais, Mammon fit comprendre aux défenseurs qu'il n'y aurait pas de pitié à attendre de l'ennemi. Ce n'était qu'en triomphant que Vrax pourrait nettoyer l'Imperium de l'hérésie. Pour ceux qui se battraient dignement, les récompenses pleuvraient, mais pour les autres, il n'y aurait que la mort à attendre. Ironiquement, après le soulèvement, la liberté nouvellement acquise fut de courte durée. Les ouvriers se remirent rapidement au travail afin d'améliorer les lignes de défense, déroulant des kilomètres de fils barbelés ou installant de nouveaux champs de mines. La Fatri Militia se gonfla elle aussi de nouvelles recrues, qu'elles soient volontaires ou forcées, s'exerçant continuellement en prévision du conflit. L'armée de Vrax était prête, galvanisée par les discours de Xaphan, qui prêchait maintenant sa propre interprétation du credo impérial, et qui haranguait la foule sur la destruction que ses ennemis allaient perpétrer sur leur monde. Celui-ci ayant rassemblé une force formidable, principalement en raison de sa taille, plutôt qu'une quelconque expérience de combat. Bien qu'aucun chiffre exact ne soit connu, on estimait la population de Vrax à 8 millions d'âmes au moment de la rébellion. Tous ces hommes étaient maintenant considérés comme des traîtres, et ils étaient autant de rouages dans les plans de l'hérétique. Ceux-ci étant dirigés par un cadre constitué des meilleurs soldats du cardinal, les disciples de Xaphan, des troupes d'élite triées sur le volet, dont l'expérience militaire était un atout pour les hérétiques. Il leur incombait la lourde tâche d'organiser les défenses en s'appuyant sur les exécuteurs, dont le rôle était de maintenir les rangs, tels les commissaires de l'Imperium, abattant les hommes et les femmes qui déserteraient leur poste. En plus de ces hommes, le cardinal pouvait s'appuyer sur la garnison de l'Auxilia, force de défense planétaire qui, équipée par les arsenaux de Vrax, devenait l'équivalent de l'Astra Militarum, dans une position simplement défensive. Les Lemanes russes, chimères et autres basiliques seraient elles aussi des pièces de choix dans les mains de Xaphan. À ceci s'ajoutait une force de travailleurs au green qui, convenablement équipés, devenaient des troupes d'élite, à même de faire merveille dans les espaces confinés. Enfin, les pèlerins qui avaient suivi le cardinal astral se transformèrent bientôt en une main-d'œuvre corvéable à merci. Sous les conseils de Mammon, on sortit aussi des prisons et des voûtes les plus profondes du monde, les psycheurs qui attendaient d'être transportés sur Terra par les vaisseaux noirs. Leur pouvoir psychique en faisant de formidables atouts. Si les défenseurs de Vrax pouvaient être de qualité très variable, ils demeuraient toutefois avantagés par le système défensif qu'ils occupaient déjà, et par leur monde. Vrax était une planète stérile et terne, et cela même avant son occupation par l'Imperium. Le climat chaud y était parcouru de violents orages électriques, et les pluies diluviennes transformaient rapidement le terrain en un bourbier gris. Le champ de bataille lui-même englobait la quasi-totalité des désolations de Vanmer, 5000 mètres carrés de vide stérile et plat. C'était un terrain presque sans particularité, mais les défenseurs le connaissaient bien. Ils savaient où se trouvaient les meilleures positions surélevées et où serait le meilleur emplacement pour leurs canons. On pourrait ainsi à l'attaquant déployer des trésors d'ingénierie pour en venir à bout. En 790-812 M41, quelques 200 000 hommes du 143e régiment de siège de Krieg embarquèrent dans les cales de grands navires de transport. Ils étaient les premiers hommes de la 88e armée de siège à entamer le long voyage vers Vrax, et ils ne constituaient qu'une partie de la vaste armada en orbite au-dessus de Krieg, chargée d'emporter les hommes et le matériel pour la guerre à venir. Lorsqu'en 199-812 M41, les 21 premiers navires arrivèrent à destination de Vrax, le commandant Zoukiel, au sein de son quartier général de Trassa Primaris, sut que la machine de guerre, qui était devenue la 88e armée de siège, était désormais en marche. Dans le confort de ses appartements, la victoire lui était certaine, les chiffres avaient parlé, il ne restait plus qu'à s'assurer que les hommes étaient correctement remplacés et le ravitaillement ininterrompu.
Lors du déploiement dans le système, le commandement de la flotte avait été transféré à l'amiral Raziak, qui depuis son croiseur du nom de Lord Bellérophon, supervisait le débarquement des navires, depuis le côté le plus éloigné de la forteresse, hors de portée de ses canons. Et comme les forces de Xapha ne disposaient d'aucune flotte, rapidement des millions d'hommes atterrirent sur le monde. Sécurisant une tête de pont, le 143e régiment se mit à creuser des kilomètres de tranchées autour du site de débarquement. Parallèlement, les compagnies de cavaliers de la mort patrouillèrent dans les environs afin de détecter toute approche ennemie. Mais étrangement, tout était calme. Les forces de Xapha semblaient comme attendre, terrées dans leurs propres fortifications. Pendant des mois, la zone fut une ruche active, dans un balai incessant de navettes débarquant toujours plus d'hommes et d'équipements. Et il fallut presque un an à l'armée pour être complètement prête. Entre-temps, le départemento Minitorum avait également débarqué une main-d'œuvre importante. Plus d'un demi-million d'hommes des colonies pénitentiaires d'Arfitas, pour construire un système de transport permettant de conduire les régiments de Krieg et leurs véhicules à travers les milliers de kilomètres de terre stérile qui se trouvaient entre eux et l'ennemi. Travaillant jour et nuit, ces hommes créèrent de leur labeur un formidable système ferroviaire, des millions de rails qui tirèrent autant de locomotives, et en 965-812 M41. La première d'entre elles se mit en branle, transportant les hommes et les canons du 3e régiment à travers les plaines de Saritama. À leur arrivée, ils établirent rapidement un dépôt avancé à moins de 100 km des lignes ennemies. Le reste du chemin se ferait désormais à pied. Le siège pouvait ainsi débuter. Le plan de la 88e armée de siège consistait en une attaque massive sur 2 fronts du système défensif situé au nord-ouest, que l'on nommait la première ligne de défense. La zone sud-est étant sillonnée de gorges et de canyons, la rendant impropre à toute attaque. Les 1er et 30e corps de ligne attaqueraient au nord de la fortification, tandis que les 12e et 34e corps frapperaient au sud afin de faire diviser les forces ennemies. Et une fois les premières lignes brisées, on passerait à la suivante et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la citadelle. Ce n'était plus qu'une question de temps, l'ennemi n'ayant nulle part où aller. En 166-813 M41, le siège de Vrax commença officiellement, lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent à l'horizon, éclairant les désolations de Vanmer. Des milliers de canons attendirent patiemment, avec derrière eux autant d'obus, les soldats s'activant silencieusement autour. Puis, un opérateur reçut le signal approprié, et comme un seul homme, tous tirèrent. Dans un boom assourdissant, rafale après rafale, un crescendo d'explosions dont le rythme s'accélérait à mesure que les minutes passaient, creusant les désolations et martelant la première ligne de défense, dans une tempête de feu qui dura toute la matinée. En parallèle, à l'abri derrière ces défenses, les forces du cardinal répondirent dans un balai d'artillerie, obus contre obus, dans un vacarme continu, et lorsqu'un tir chanceux des rebelles réussit à détruire un canon, on eut alors la certitude que ce duel ne serait pas à sens unique. Alors que les artilleries tonnaient, les hommes du 158e régiment avancèrent à un rythme régulier, chacun à 5 mètres de distance, de longues rangées de manteaux et de masques à gaz. Ceux-ci avaient reçu l'ordre de creuser les premières tranchées, car il n'était pas question d'attaquer les positions ennemies. Il faudrait plus d'une matinée à l'artillerie pour affaiblir leur adversaire, les bombardements n'ayant pour objectif que de servir de couverture et d'empêcher aux forces de Xaphan d'effectuer une sortie. Et ainsi à la tombée de la nuit, les premières tranchées étaient creusées, 2 hommes par trou, terrassant sur une profondeur de 2 mètres. Puis le lendemain, chaque trou était relié d'une tranchée étroite afin de rejoindre le trou suivant. De cette façon, chaque escouade établissait une tranchée qui serait ensuite reliée à la tranchée de son peloton, puis à celle de sa compagnie et ainsi de suite, jusqu'à créer une immense ligne de tranchées entourant les fortifications ennemies. Et en leur sein, on pouvait alors réaliser de nouveaux travaux de consolidation. Des sacs de sable furent remplis et des bobines de fibres barbelées furent tendues, afin d'empêcher les ennemis d'y accéder. Des positions d'armes lourdes furent installées. C'était la façon dont la Death Corps faisait la guerre. Et en une semaine on vit émerger des désolations une position fortifiée, alors que l'ennemi s'accrochait toujours à ses défenses, bloqué par les tirs d'artillerie constants.
Toutefois, à l'abri dans leur formidable défense, l'ennemi demeurait intouchable. Ce n'était pas qu'une simple ligne auquel on aurait accolé des tranchées. Il y avait là des bunkers blindés profondément enterrés, reliés entre eux par des dédales de tunnels, des champs de mines, des fossés anti-chars et autres pièges macabres qui attendaient les attaquants. Depuis le soulèvement, les forces de Xaphan avaient mis à profit l'année qu'avait nécessité le déploiement des soldats de Krieg pour les renforcer, édifiant de nouveaux bunkers et creusant toujours plus de tranchées. Et ce système se densifiait à mesure que l'on approchait de la citadelle. Dans cette guerre, il n'était question que d'un siège, et celui-ci était parti pour durer. La première offensive de Krieg devait être rapide si l'on souhaitait respecter le planning de 12 ans. Ainsi, le 149e régiment de siège de Krieg avait été choisi pour effectuer le premier assaut dans le secteur 4639, un lieu où l'on pensait que les défenses pouvaient être brisées, car avant la révolte, les travaux de consolidation de la fortification n'y avaient pas été effectués. Et si l'on souhaitait avoir une chance de réaliser une percée, il fallait la tenter. Le plan était simple. On allait durant de nombreux jours réaliser un bombardement méticuleux de la zone, ce qui, couplé à un assaut massif du 149e, 143e et 150e, allait avoir pour effet d'attirer les réserves ennemies du secteur, laissant ainsi le champ libre au premier corps d'assaut du 149e, qui tenterait alors une percée à l'aide de ses escadrons de Charlemagne russe et Gorgons. Et ainsi en 212-813 M41 commença le bombardement, qui eut pour effet de transformer la zone en un no man's land, les positions ennemies évoquant bientôt plus qu'un paysage lunaire constellé de cratères. Durant 5 jours continus, l'ennemi demeura retranché dans ses positions, attendant patiemment que ce déluge finisse. Puis l'assaut put débuter, un demi-million d'hommes attaquant vague après vague, suivant un itinéraire que les escouades de sapes avaient précédemment établi dans la nuit, en coupant les fils barbelés ou en esquivant les bunkers. D'abord 10 mètres, puis 20 mètres. L'infanterie avançait sans entrave. Puis, de lourds tirs de bolters brillèrent dans le no man's land, dévorant les rangs des gardes. La Death Corps, résolue et inébranlable, avançait. Les premiers rangs, en ordre de marche, mouraient à l'appel. Mais les hommes tenaient le rythme, marchant tête baissée dans un ouragan impitoyable de feu. Mais le pire arriva ensuite, lorsque l'artillerie ennemie entra en lice. Soudain, le no man's land fut animé d'explosions, de panaches de flammes et d'éclats de terre. Les officiers poussèrent leur peloton à l'avant, pour être ensuite impitoyablement abattus à leur tour. Et ainsi de suite. Le peloton suivant attendait déjà son tour, alors que le précédent mourait dans une danse macabre et impitoyable. Un jeu de massacre, qui remplit bientôt le no man's land du râle des mourants. Chaque escouade venait se heurter aux formidables défenses de l'ennemi. La première vague venait de mourir, ce qui n'empêcha pas la seconde de se préparer à l'attaque. Mais le résultat fut le même. Leurs cadavres venaient s'ajouter à ceux de leurs frères. Toute la journée, ce balai se poursuivit, jusqu'à ce que la nuit tombe et que l'attaque soit stoppée, remplissant le champ de bataille d'un silence oppressant, seulement interrompu par les éclats d'obus, qui venaient alors éclairer une scène d'enfer. Le coup de cette première offensive fut horrible et le gain ridicule, car à l'aube tout était à recommencer. Lorsque la troisième vague mourut de la même façon, on sut que la percée tant souhaitée n'aurait pas lieu, car les lignes de défense que l'on croyait à tort inachevées l'étaient. Puis, en 218-813, M41, alors que les unités de Krieg survivantes s'étaient repliées dans leurs tranchées, l'ennemi contre-attaqua. Une force blindée dévala le no man's land, afin d'y débarquer les forces du cardinal Xaphan. Celles-ci se déversèrent dans les tranchées, massacrant les loyalistes au cours de corps à corps violents. Mais la résilience de la Death Corps eut raison de la vigueur de l'assaut, ce qui donna le temps à l'artillerie de bombarder ses propres tranchées, et ainsi de stopper l'ennemi. À la nuit tombée, les morts des deux camps s'empilèrent. Ils étaient tous les deux de nouveau dans l'impasse. Pendant des semaines, ce statu quo se maintient, les sentinelles de chaque camp regardant fébrilement les positions adverses. Cette attente étant toujours ponctuée d'opérations nocturnes visant à poser des champs de mines ou à identifier des brèches qui serviraient pour les raids ultérieurs. D'autres assauts,
visait uniquement la capture de prisonniers, qui étaient ensuite interrogés, afin d'obtenir des informations sur les lignes ennemies. En parallèle, l'artillerie continuait infatigablement son combat dans les deux camps, et ainsi la liste des victimes s'allongeait à mesure que les semaines passaient. On estimait que la 88e armée de siège perdait en moyenne 2000 hommes par jour, sans qu'aucun assaut ne soit lancé, des pertes que les renforts continus venaient à combler. Vrax était devenu un désert de ténèbres monochromatiques, gris et noir, recouvert d'un voile de fumée qui bloquait la lumière de son étoile. L'air lui-même était rempli d'une odeur de putréfaction, que seuls les masques à gaz parvenaient à chasser. Jour après jour, les canons pilonnaient le champ de bataille, parsemé de cadavres, et ainsi s'écoula la première année du siège. Les lignes de défense extérieure avaient résisté aux premiers assauts, et les deux parties devaient alors se contenter d'un long travail de sape. Un jour quelque part, quelque chose céderait, et alors l'impasse se transformerait en l'annihilation de l'un des deux camps. En 897-814, M41, le 261e régiment reçut l'ordre de mener une attaque de sondage dans le secteur 45-49, en prévision d'une nouvelle offensive, après près de 6 mois de relative inactivité. Parmi la liste du régiment, on fit le choix de confier à la 9e compagnie la tâche difficile d'attaquer un point fort de la ligne ennemie, le fort A453. Une position fortifiée de bunkers et de casemates hérissée de bolteurs lourds, entourée de fosses anti-chars et de mines et de barbelés, auxquels il fallait ajouter les troupes en garnison, à l'abri dans les tunnels souterrains, reliant le dispositif et ses talents sur près d'un demi-kilomètre. Par le passé, tous les assauts sur le fort avaient été repoussés facilement dans un bain de sang. Mais les hommes de la Death Corps étaient coutumiers de telles opérations, et le capitaine Tiborg prépara ses hommes. Dans la nuit, on fit réaliser un bombardement préliminaire. De lourds obus martelèrent les fortifications, alors que les hommes entassés dans les tranchées attendaient. Puis, aux premières lueurs de l'aube, l'assaut débuta, et Tiborg fut le premier à gravir l'échelle et à se précipiter à travers le No Man's Land. Le bombardement, ayant enveloppé le champ de bataille d'une épaisse fumée, on franchit 10 mètres, puis 20, sans que l'ennemi ne réagisse. Sautant sur l'occasion, Tiborg ordonna à la 9e compagnie de traverser le No Man's Land, s'approchant toujours plus près des défenses. Lorsqu'ils eurent atteint les barbelés, le premier bolter lourd se mit à aboyer, fauchant les hommes comme du blé. Mais le mal était fait. La compagnie continua sa progression, malgré ses pertes, jusqu'à atteindre le fossé anti-char. Il se trouvait maintenant pris entre le No Man's Land et le champ de mines, dernier obstacle qui les séparait des fortifications. N'écoutant que son courage, et afin de donner l'exemple, Tiborg fut le premier à franchir le champ de mines vivant, avec une simple blessure à la jambe, et haranguant ses hommes depuis le sommet, les autres le suivirent. Bientôt il eut suffisamment d'hommes avec lui pour tenter de prendre d'assaut le fort. Mais à cet instant, les forces de Xaphan répondirent à l'attaque surprise. Sortant de leur abri, des centaines de renégats se jetèrent sur les zones de Tiborg, dans un corps à corps meurtrier. Soudain, ce ne fut plus que chaos et confusion. L'artillerie ennemie tirant sans distinction. Mais stoïquement, le capitaine s'était réfugié dans un abri de fortune, et incapable de retrouver son opérateur Vox, il fit appel à l'un de ses hommes, afin qu'il porte au haut commandement le message suivant. La 9e compagnie est à portée de tir. Le nombre d'ennemis augmente en force, tiendra si elle est renforcée. Durant une longue heure, les hommes de Tiborg menèrent leur propre combat, progressant jusqu'au bunker central, qu'un coup de fuseur ouvrit. Là, sortant leurs baïonnettes, ces hommes se jetèrent sur les renégats, dans une boucherie sanglante que l'obscurité des couloirs venait à masquer. Dans ces combats rapprochés, Tiborg fut une fois de plus blessé, lorsqu'il reçut un tir en pleine tête que son casque dévia et qui lui sauva la vie. Progressivement, la vapeur venait à s'inverser. Ces hommes prenaient finalement pied dans le bunker, lorsqu'enfin l'ennemi prit la mesure du danger et commença méticuleusement à bombarder la zone. Les 40 hommes survivants de la compagnie tenaient le fort. Il ne leur restait plus maintenant qu'à attendre les renforts, en espérant que le messager fût parvenu à passer.
Fort heureusement, celui-ci avait réussi le miracle d'atteindre les lignes arrières des forces loyalistes, traversant le champ de mines en rampant et se précipitant à travers le No Man's Land sous les tirs ennemis. Blessé et couvert de boue, il se mit au garde à vous et transmit le message du capitaine au général Durjan, qui, lorsqu'il prit conscience de celui-ci, donna ses directives à ses opérateurs Vox. Tiborg aurait besoin de diversion afin de réduire la pression sur le fort, ainsi que d'un couvert d'artillerie. Mais il fallait aussi battre le fer tant qu'il était chaud, en envoyant rapidement une force conséquente vers le fort. Inconscients de ce qui se tramait, les hommes de Tiborg menaient leur propre combat dans les galeries et les couloirs, dans une obscurité totale seulement entrecoupée des flashs de laser et des grenades. Ils tenaient leur position. L'air irrespirable était devenu épais en raison de la poussière et des vapeurs d'explosion, mais protégés par leur masque à gaz, symbole iconique de la Death Corps. Ils repoussaient toujours l'ennemi. Les heures passant, il n'était maintenant plus que 16. Mais au loin, ils entendaient les bruits de bottes caractéristiques de leurs frères. Les renforts étaient en marche. Le lendemain, la bataille prit un tournant décisif. Avec les réseaux souterrains du fort A453 aux mains des hommes de Krieg, il y avait maintenant une brèche dans les lignes ennemies. Et comme l'avait prévu le général Durjan, les hérétiques lancèrent une contre-attaque afin de la combler. Mais ils trouvèrent bientôt face à eux les escadrons de Leman Russ et de Ben Blade, ainsi que l'infanterie de la Death Corps, qui maintenant tenait les ruines en surface de ce qu'avait été le fort. C'était qu'une question de temps avant que celui-ci ne tombe complètement. Au 3e jour sous terre, la petite force restante du capitaine Tiborg était en grande difficulté. L'ennemi attaquant désormais à l'aide de lance-flammes afin de le carboniser. Mais ce qui était en réalité le plus dangereux était la fumée noire qu'il produisait, celle-ci remplissant bientôt l'ensemble des couloirs et le rendant irrespirable, ce qui n'aurait pas été inquiétant s'ils n'étaient maintenant plus qu'à leur dernier masque à gaz. De même, leur réserve d'eau était épuisée, et coincés dans cette galerie, ils ne donnaient plus long de leur vie. Mais à l'insu de Tiborg, les grenadiers de la Death Corps avaient forcé un passage dans le complexe souterrain, et après de lourdes pertes, ils tenaient maintenant le principal tunnel d'accès. Lorsqu'enfin l'ensemble du fort fut pris, on put voir émerger un capitaine Tiborg titubant, blessé aux jambes, aux bras, à l'abdomen et à la tête, et accompagné de ses 8 hommes survivants. Ils avaient tenu bon. Et outre ce symbole éclatant du courage des hommes de la Death Corps, les conséquences étaient en réalité beaucoup plus importantes. Ce qu'on allait nommer la percée du fort A453 eut pour effet de rediriger de nombreuses forces du cardinal en ce point, ce qui réduisit autant le nombre de défenseurs le long de la première ligne de défense. Et au cours des 10 jours suivants, le siège en cet endroit changea complètement de visage. Des milliers de chars prenant à revers la première ligne de défense, dont les positions conçues pour faire face à l'ennemi, devinrent rapidement intenables. On vit alors les forces renégates abandonner leur ligne, laissant le champ libre au 30e corps de ligne, au 1er et au 12e, qui firent eux aussi une percée dans les défenses. Bientôt rejoints par le 34e, qui traversa les plaines de Saritama. Après 2 ans de combat, la première ligne de défense venait de tomber, et dans une liesse générale, l'état-major put alors transmettre au commandant Zukiel, sur Thracian Primaris, le message suivant. Le siège se poursuit, conformément au planning prévisionnel. Fin de la 2e partie du siège de Vrax, qui, je l'espère, vous aura plu. Je me permets de vous remercier pour vos retours et vos soutiens sur la première partie. La suite, très bientôt.